La République démocratique du Congo est en train de vivre une période assez particulière. Hein. La classe politique est restée totalement divisée autour d'une question. Doit-on, oui ou non, réviser ou totalement changer la Constitution? Eh bien, l'opposition s'érige en mur contre un obstacle principal contre ces projets de révision et de changement de Constitution. Alors, de part et d'autre, on évoque la Constitution pour défendre les initiatives. Que ce soit dans l'opposition, on évoque l'article 64 pour dire non à ce projet, et on évoque au sein du pouvoir, on évoque l'article 5 pour justement justifier la problématique du changement de la Constitution, évoquant notamment la souveraineté du peuple. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être là, de nous faire confiance. En face de nous, Maître Godefroid Ilunga. Il est analyste des questions d'actualité, mais beaucoup plus dans l'angle juridique. Il n'est pas acteur politique. Peut-être que bientôt il le sera, on ne sait jamais. L'avenir nous réserve des surprises. Maître Godefroid Ilunga, bonjour et merci beaucoup d'être là. Bonjour, cher Dan. Et également, merci. Je salue nos frères et notre frère et notre soeur qui vont nous accompagner du côté de Kawera. Je ne l'ai jamais fait. Je crois que aujourd'hui, je l'ai fait quand même mieux vaut tard que jamais. Et en même temps, je salue aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre. Et qui nous suivent déjà parce qu'on est en direct. On est en direct. Qui nous suivent déjà parce qu'on est en direct. Bien sûr qu'ils nous suivent. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, Maître Godefroid Ilunga. Ne soyez pas timide. Vous êtes en train d'être suivi par l'ensemble de la population du monde entier en ce moment même. Il n'y a pas besoin d'être timide, quand même. Alors, Maître Godefroid Ilunga, de quel côté êtes-vous? Du bon côté ou du mauvais côté de l'histoire? Bon, je crois qu'il faut toujours être du bon côté de l'histoire. Hein. Lorsque l'histoire nous réserve certains rendez-vous, il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas, n'est-ce pas, ne pas les saisir. Il faut toujours être du bon côté de l'histoire. Alors, on va commencer. J'ai toujours été du bon côté de l'histoire. Toujours? Oui. Alors, Maître Godefroid Ilunga, commençons par cette question. Par les activités menées par l'opposition pour barrer la route au projet de révision ou de changement de constitution. La première activité, c'était la journée ville morte, une journée réussie pour l'opposition, mais échec pour le pouvoir. Demain, mardi 9 juin, ils iront à la Cour constitutionnelle pour déposer plainte contre le chef de l'État pour tentative de confiscation du pouvoir. Le 12 juin, ça sera la ville morte. Restons sous la ville morte, sur le sit-in plutôt. Restons sur la ville morte. La ville morte. Quel regard avez-vous sur la ville morte? On va dire échec ou succès pour l'opposition comme le pouvoir? Je crois que nous avons vécu cet événement-là, tous, ici à Kinshasa. En fait, et après, nous avons suivi comment les uns et les autres étaient en train de se disputer, les uns disant que c'était une réussite, les autres que ce n'était pas une réussite. Mais je vais y aller un peu de façon un peu froide, pour ne pas dire intéressée, pour apprécier la situation telle que réellement, moi, je l'ai vécue. D'abord, la ville morte était décrétée sur toute l'étendue de la République. Sur toute l'étendue, et elle concernait toutes les activités, n'est-ce pas, qui se mènent sur le territoire national. Non. Mais les opposants l'ont lancé uniquement à Kinshasa. Ils ont dit c'est seulement à Kinshasa, mais il y a des villes dans la province qui ont suivi. Mais c'était uniquement à Kinshasa. Non, que je sache, c'était pour toute la République. Et j'ai suivi même lorsqu'ils font eux-mêmes, ils essaient un peu, on leur pose la question de savoir, mais comment est-ce que vous êtes en train de parler seulement de la ville de Kinshasa? Mais vous ne parlez pas des autres villes. Mais ils disent, mais alors qu'ils essaient un peu de se rattraper pour prétendre qu'effectivement, il y a eu réussite, pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres provinces aussi. Donc ce n'était pas une ville décrétée seulement pour la ville, dans une journée décrétée seulement pour la ville de Kinshasa. Allez-y. Ça c'est de un. Des deux,
ça concernait toutes les activités nationales. Alors, lorsque eux-mêmes font le bilan, ils s'arrêtent maintenant seulement à la ville de Kinshasa. C'est pour dire que ils reconnaissent que sur l'ensemble du territoire national, cette activité n'a pas réussi. Et des deux, lorsque vous venez ici même à Kinshasa, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a eu des activités scolaires pour les enfants? Je crois que là, je peux dire modestement que, bon, il y a eu des perturbations. Il y a des écoles qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Ça, je dois être sincère pour le reconnaître. Mais il y a des endroits comme Lubumbashi, parce que là, j'étais même surpris d'apprendre que les enfants ont étudié, les marchés ont fonctionné normalement, l'administration également. Donc chez nous, ici aussi à Kinshasa, c'était la même chose. Alors, lorsque même j'ai suivi TV5 qui, je crois, vous le savez tant bien que moi, TV5 est du côté de l'opposition. Ah bon? N'est-ce pas, dans notre pays, bien sûr. TV5 est du côté de l'opposition? Oui, oui. Lorsque vous prenez des chaînes comme RFI, TV5, ça c'est l'opposition. Ah bon? Et eux-mêmes, ils ont quand même reconnu, ils ont dit que la ville a tourné au ralenti, mais pas à l'arrêt de l'activité. Donc ça, ils ont reconnu que... Donc les chaînes de l'opposition, notamment TV5, RFI... Oui. J'ai suivi personnellement TV5 qui a reconnu qu'il n'y avait pas, n'est-ce pas, arrêt des activités, mais il y avait ralentissement des activités. Donc ça, c'est sur le plan... Donc là, c'est un échec ou quoi? Sur le plan de ce qui est arrivé. Maintenant, nous sommes en train... C'est le premier point de mon analyse. Okay. Je vais foncer avec l'analyse. Et quel est maintenant... Qu'est-ce que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, comme message pour ceux qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu sortir? Est-ce que c'est pour dire qu'ils ont... suivi le mot d'ordre de l'opposition, qu'ils ont manifesté aussi leur mécontentement, parce que la journée Ville Morte, c'était pour montrer que la population ne soutient pas le projet du changement de la Constitution. Oui. Est-ce que c'était ça le message donné par la population? Là, je vais un peu aller à la préparation de cette journée. Quel est le message qu'on avait distillé au sein de la population pour l'amener à ne pas sortir? Là, j'ai vu des messages tels que Batela Mutkanayo. N'est-ce pas? Ça, ce sont des messages. C'était déjà le message donné la ville morte. Avant la ville morte. Notamment en Prince Epengue. Là, lui-même l'a reconnu. Batela Mutkanayo. Mais la veille même, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des messages tels que, je dirais, des messages subliminaux, parce qu'on a diffusé des images prétendant, et là, ce n'était pas la veille, c'est la matinée, vers 5 heures, ainsi de suite, qu'à 4 heures, 5 heures, on diffusait déjà des messages, des atrocités, des scènes d'atrocités, qu'on prétendait, oui, bien sûr, qu'on prétendait en train de se commettre à Lubumbashi contre les Kassaïens. Il disait, voyez ce qui est en train de se faire déjà à Lubumbashi, c'est ce que nous allons faire à Kinshasa contre les Baluba. Attendez, qui diffusait ces genres d'images? Non, mais il fallait entrer sur TikTok pour voir combien de ces messages il y avait. Contre les Baluba? Oui, bien sûr. À Lubumbashi? Non, bon, voyez-vous, c'est sur le plan des médias, voyez-vous, en ligne. On ne sait pas, c'est lui qui diffuse ce message où il se trouve. Vous, en tant que juriste, c'est virtuel, c'est le monde virtuel. Non. Campagne-là contre... Cette campagne-là véhicule un message et montre un objectif.
Parce qu'il n'y a rien pour rien. C'est lui qui véhicule les messages en disant qu'il y a déjà des scènes d'atrocité qui sont en train de se commettre et ce sont les mêmes scènes qui vont se commettre à Kinshasa. Il est en train de viser un objectif. Mais on a suivi tous les médias. Il n'y a eu aucun acte d'atrocité. C'était à Lubumbashi. C'était de la manipulation. Aucun acte en tout cas. C'était de la manipulation. C'est pour cela que nous, en droit, nous parlons de l'infraction de menace. Hein, n'est-ce pas? C'est des menaces, des scènes, des images destinées à inspirer une certaine crainte au sein de la population. Et ça fait suite au message tel que Batela Mutukanayo. Batela Mutukanayo, si vous sortez, voyez ce qui va arriver. Mais voyez ce qui est déjà en train d'arriver à Lubumbashi, ça va arriver. Donc, et ça, des messages comme ça, ça va, n'est-ce pas, impacter, n'est-ce pas, ça va produire un certain effet sur la population. Mais donc, Prince Epengue a dit que, Prince Epengue, toutes les personnes, hein, je les ai suivies, on a même posé la question, oui. Pourquoi dire Batela Mutukanayo? On a posé cette question-là. Il nous dit non, voilà, nous savons que les forces du progrès sont préparées pour commettre des bavures. Donc voilà pourquoi on a prévenu la population pour dire les forces du progrès sont aussi alertées pour venir créer du chaos, du désordre, oui. Et porter atteinte aux biens des paisibles citoyens. Voilà pourquoi on a dit Batela Mutukanayo, parce que c'est pour protéger la population des représailles de la force ou des forces du progrès. Alors maintenant, la question, lorsque vous dites à quelqu'un Batela Mutukanayo et que celui-là, à la suite de votre message, ne sorte pas, il n'est pas sorti, vous allez tirer la gloire en disant qu'il n'est pas sorti parce qu'il a suivi le mot d'ordre, ou bien c'est seulement parce qu'il veut épargner son véhicule. Vous-même, vous lui avez dit Batela Mutukanayo. Quand il ne sort pas, il ne sort pas seulement parce que c'est ce que vous lui avez dit. Vous l'avez mis en garde. Vous ne lui avez pas dit ne sortez pas pour manifester le mécontentement contre le changement de la Constitution. Vous lui avez dit ne sortez pas parce que vous vous exposez à un risque. Mais donc voyez-vous, c'est comme ça que nous pouvons interpréter ce qui est arrivé. Si les gens ne sont pas sortis, ils se sont dit bien, observons pour voir. Mais il semble que... Et un enfant, un parent qui devait envoyer son enfant mineur à l'école, qu'est-ce qu'il se dirait? Et puis bon, quand ils sont en train de dire maintenant que c'est parce qu'il y avait les forces du progrès qui avaient promis les chaos. Mais les chaos allaient venir comment? Parce que le mot d'ordre, ce n'est pas de sortir, de manifester, de brûler des pneus et autres, c'est de rester chez soi. Les forces du progrès allaient venir maintenant suivre la population pour la faire sortir. Et une bêtise, j'entends des gens dire, non, on a obligé des gens à ouvrir les magasins, à sortir pour aller vendre, ainsi de suite. On a vu un monsieur là, on dit que c'est un bourgmestre adjoint de la commune de Kitambo. Oui. On a vu là, une image où il dit, voilà, les images ont circulé. Le monsieur demande aux responsables des maisons, des commerces, pour dire ouvrez, il y a de la sécurité, ouvrez, si vous n'ouvrez pas, nous risquons de vous interpeller. Les images ont circulé. Ces gens à qui on demandait d'ouvrir, ils étaient aussi. En tout cas, on voit les images à Kinshasa. Non, mais ils sont chez eux à la maison ou bien ils sont sur les lieux. Parce que je ne vois pas une autorité venir, lorsque moi je reste par exemple à Massina et que j'ai une maison à Kitambo, je ne vois pas l'autorité venir me dire ouvrez, sinon on va vous interpeller. Encore que l'authenticité de ces images n'est pas avérée. Ah, nous sommes à l'heure du numérique avec l'intelligence artificielle. Ça peut être pour ces images montées, si on n'a pas... ou trafiquées, c'est possible. Ah, c'est ça le problème. Donc, moi je ne peux pas. Mais déjà, quand la personne s'est déplacée pour aller jusque là où se trouve son commerce, c'est-à-dire qu'il est allé pour vendre. Alors je ne vois pas maintenant pour ouvrir, alors que tu t'es déjà déplacé de la maison jusque là où se trouve ton commerce. Je ne vois pas comment, pour ouvrir, il faut qu'on vienne te forcer. L'opposition clame
clame ou dit avoir réussi. Et j'allais encore ajouter. Est-ce que vous savez que tard la nuit, et ça c'est votre confrère journaliste, Qui ça? Daniel, qui m'a dit, mais nous avons vu un communiqué du ministre du Travail et de l'Emploi disant, donc, de proclamant que la journée du 3 juin allait être une journée chômée et payée. J'ai dit, comment ça? Le ministre? Ah, bien sûr. Mais c'est faux. Le ministre a plutôt appelé les gens. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que... Il y a un faux communiqué qui a circulé. J'ai suivi ce communiqué-là. C'est vrai que je me suis dit, mais c'est un faux. Donc, voyez-vous, quelles sont les armes qu'on a utilisées? C'est la désinformation, c'est l'intimidation, c'est aller jusqu'au faux en écriture. Et lorsque vous voyez la signature là, parce que je connais la signature du ministre, n'est-ce pas, du Travail et de l'Emploi, vous voyez que c'est une signature qui est vraiment, qui est très semblable à la sienne. Alors vous voyez qu'ils sont entrés dans un certain laboratoire pour pondre jusqu'à des communiqués comme ceux-là, demandant à la population de ne pas aller au travail parce que c'est une journée chômeuse. Et ils se sont référés à une ordonnance, n'est-ce pas, concernant les jours fériés. Donc, lorsque je vois le fait de rester à la maison, c'est un fait. Mais quelle est l'interprétation? Quelle est la signification de ce fait-là? Est-ce que ça veut dire qu'on a observé le mot d'ordre qui était celui de rester à la maison? Alors, celui qui donne le mot d'ordre, tout en ajoutant un autre message, restez, gardez vos véhicules pour épargner vos véhicules, parce que c'est ça que ça signifie. Épargnez vos véhicules. Donc, il les met en garde contre quelque chose qui va arriver. Pourquoi va-t-on aller jusqu'à commencer à proférer des messages, des menaces, telles que des images? J'ai vu la vieille image de Daniel Saf. Kutana, Mitiopo, Makila. Et ça, ce sont des messages qu'on a distillés pendant toute la semaine là, pour faire l'impression sur la population. Alors, lorsque la population ne sort pas, vous allez attribuer ça au fait de suivre le mot d'ordre. Je crois que ce n'est pas ça. Et de 3, finalement, parce qu'on parle de la réussite, quel était l'objectif de l'organisation de cette journée ville morte? C'est pour le changement de la Constitution. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont atteint cet objectif-là? Parce que c'est ça le problème. Mais est-ce que la Constitution a déjà changé? Non. Est-ce qu'ils ont pu changer? Est-ce qu'une simple journée ville morte, mais ce sont des méthodes de l'opposition. Le pouvoir ce sont des méthodes de l'opposition qui datent. Il faut une action, un acte qui fasse réellement impression sur le pouvoir. Mais quand le ministre dit qu'il y a plus... Ce qui est arrivé là ne va pas dissuader le pouvoir. Il faut des actions. Souvenez-vous, lorsque Kabila... Vous conseillez quelles actions? Lorsque le pouvoir de Kabila était en train de vouloir aussi éviter... Lorsqu'il voulait changer de constitution. Ce n'était pas seulement des journées ville mortes. C'était aussi des journées mortes. Il a fallu des actions des rues. C'est là où nous allons réellement apprécier la capacité de l'opposition. C'était aussi des journées ville mortes. Des actions... Mais vous conseillez quoi? Oui, bien sûr, mais il faut des des marches. actions des rues. Il faut des actions des rues. Des protestations. Ah, bien sûr. Mais ils ont prévu un site. Et là, je ne vois pas cette capacité-là dans cette opposition. Mais on a organisé aussi une marche pour le changement, pour soutenir le changement de la Constitution, par le pasteur Ejiba. Est-ce qu'il y a eu un succès? Est-ce que les Kinois ont suivi, ont adhéré à ce mot d'ordre-là, ont répondu présent à cet appel à la marche? Vous avez vu les images de pasteur Ejiba? Oui, vous avez vu les images? Non, répondez-nous. Ce n'est pas les images qu'ils ont trafiquées. Moi, j'ai vu des images. C'était plein. Oui, oui. Les Kinois ont répondu présent de toutes les communes. Oui. Et ce n'était pas... Cette marche, ce n'était pas tous les Kinois.
Mais ils ont appelé les gens de l'église. Ils ont appelé les Quinois à marcher. De l'église, pas de quelques églises seulement. Ils ont appelé les Quinois à marcher. C'est une organisation de la société civile qui a appelé les Quinois à marcher. Est-ce que le monde a-t-il été suivi? Mais la marche, vous avez suivi la marche? Et bien sûr, on a suivi. Ah oui. Est-ce que c'était un succès? C'était un succès. C'était un succès. Beaucoup de gens ont marché. Les mamans, les jeunes, les papas. J'ai vu les images, moi, personnellement. Un succès. Alors, Maître Godefroid Ilunga, le ministre de la fonction publique, monsieur le VPM Jean-Pierre Liao, qu'on salue, il a... Encore que vous savez, le vrai test, c'est lorsque viendra le référendum. Parce que, bon, qu'on ne se leurre pas, il faut que nous arrivions, que vous donniez, parce qu'avant le référendum, il y a toujours, comme dans toute élection, le référendum c'est une élection, il y aura une campagne électorale. Allez sur terrain, faites passer votre message, dites aux gens qu'ils ne puissent pas voter pour, et pas seulement à Kinshasa, sur toute l'étendue de la République. Parce que les référendums concernent sur toute l'étendue de la République. Alors on dira si réellement vous avez la capacité de mobilisation. Alors, Maître Godefroid, vous trouvez ce combat légitime, ce combat de changement de constitution? Le combat de changement de la constitution, pourquoi pas? Vous le trouvez légitime? Bien sûr. Très bien. Bien sûr. Regardez d'abord sur la ville morte. Je vais vous dire une chose, je vais vous donner juste un petit exemple. Vous savez que dans notre constitution ici, lorsque vous lisez l'article 220, parce que j'ai toujours dit, je crois, souvenez-vous, je vous avais dit la fois passée, que lorsque, donc quelle était la disposition qui fâchait, moi je me suis dit, pour moi, la disposition qui milite pour le changement de la Constitution, c'est l'article 220 de la Constitution, de celle-ci. Et lorsque vous lisez cette disposition, on vous dit qu'on ne peut pas réduire, n'est-ce pas, les compétences des provinces, n'est-ce pas? Mais regardez un peu. Le chef de l'État a nommé des gouverneurs. Après élection, bien sûr. Non. À la faveur de l'état de siège. C'est une mesure d'exception. Notamment à Ituri. C'est une mesure d'exception. Mais est-ce que vous savez que le gouverneur nommé par le chef de l'État, il est apprécié plus que ceux qui ont été élus? Et si bien que lorsque on a fait partir le gouverneur Luboya, c'est tout l'Ituri qui est en deuil. La nomination a une valeur supérieure à l'élection. Aujourd'hui, lorsque vous comparez les ministres, non, plutôt les gouverneurs qui avaient été nommés du temps de Mobutu, n'est-ce pas? Parce que nous parlons, s'il y a quelques mérites qu'on attribue au maréchal Mobutu, au feu maréchal Mobutu, c'est notamment l'unité nationale. Mais quelles étaient les techniques qui lui avaient permis d'assurer cette unité-là nationale? C'était notamment la nomination des gouverneurs des non-originaires, n'est-ce pas? Vous avez déjà été à Popokabaka, Maître Godefroid Ilunga. Vous avez déjà été à Popokabaka? À Popokabaka, j'ai déjà été. À Kopelou. Je suis allé, je vous dis que j'ai été à Popokabaka, je suis allé jusqu'à, comment ça s'appelle, un peu, Kasongolunda. Parce que pour arriver à Kasongolunda, vous passez par Popokabaka et vous prenez un véhicule jusque là, ou bien une moto. Vous avez pris une moto jusqu'à Kasongolunda. Vous avez déjà été à Dilolo? Dilolo, pas encore. Ou bien à Sandoa? Non, pas encore. C'est des coins très reculés et puis la population vit dans des conditions très très difficiles. Ce sont des réalités de notre pays. Alors si vous dites que Mobutu a nommé les gouverneurs qui ont géré bien les pays, mais comment ces coins-là sont aussi dans une pauvreté aussi extrême jusqu'au jour d'aujourd'hui? Donc c'est un débat, un long débat. Je crois que je vous ai parlé de l'unité du pays. Mais oui. N'est-ce pas, l'unité? Pour ce qui est de l'unité, vous n'allez pas parler à mal de Mobutu. Alors, Mobutu avait réussi sur le plan de l'unité. Totalement. Il n'y avait pas de messages tels que Moluba, Mukongo et tout ça. Comment voudriez-vous que lorsque j'arrive, par exemple, dans le Bandundu, qu'on me dise non, toi tu n'es pas originaire d'ici, tu ne peux pas être gouverneur? Comment voudriez-vous? Et ça, c'est attribué à quoi? À la constitution que nous avons ici.
C'est la Constitution. Maître Godefroy Ilunga, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réagi à la jeune ville morte. Il a dit qu'il va sanctionner. Il est possible que ceux qui ne seront pas à leur poste de travail soient sanctionnés. Est-ce que c'est le rôle du ministre de faire ça? Si c'est le rôle du ministre, moi je crois que c'est son rôle. Et son rôle... C'est lui qui exécute la politique du gouvernement au sein de son ministère. Et c'est lui qui gère la fonction publique. Les fonctionnaires de l'État sont apolitiques. Vous voyez ça? Oui. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont suivi un mot d'ordre de l'opposition politique. Comment est-ce qu'ils vont justifier leur absence du lieu du travail? Qu'ils ont suivi un mot d'ordre. Ils se sont comportés en politiciens. Alors là, je crois que c'est légitime. C'est légitime de leur dire, de leur rappeler qu'ils ne sont pas des politiciens, qui n'ont pas donc à suivre le mot d'ordre des politiciens. Eux, ils sont des agents de l'État. Ils sont payés. Et lorsqu'on paye, on ne paye pas pour seulement 20 jours ou 22 jours. Non, on paye pour 26, je crois que c'est 26 jours actuellement. On paye. Réunis dans une association des bourgmestres qui font une déclaration pour dire nous voulons le changement de la Constitution. Nous voulons que le peuple s'exprime. Est-ce que c'est le rôle d'un bourgmestre de pouvoir tenir ce genre de propos? Si c'est le rôle d'un bourgmestre, bon, les bourgmestres, ce sont des autorités politico-administratives. Oui. Ils sont en même temps autorités administratives, mais ils sont aussi des autorités politiques. En tant que tels, je crois ils ont le droit d'apprécier l'action gouvernementale par rapport au texte. Parce que leur action se conforme au texte. Mais lorsqu'ils trouvent que ces textes ne sont pas adéquats, ne permettent pas une meilleure gouvernance, qu'ils demandent, ce n'est pas un problème. Je ne vois pas. Si nos communes sont sales, pas de route, ainsi de suite, c'est aussi à cause de la Constitution, quelque part. Parce qu'ils dénoncent cette Constitution. Pour eux, cette Constitution n'est pas bonne. Bon, si nos communes sont sales, je peux dire que je ne dois pas les dédouaner. Est-ce que c'est je ne dois pas pour cela les dédouaner. Mais je comprends déjà dans votre question. Okay. C'est pour demander peut-être est-ce que réellement, s'il n'y a pas un développement, c'est à cause de la Constitution. Parce que c'est la question qui se pose généralement. Lorsque nous parlons... Si nous vivons dans la crasse, lorsque nous parlons, dans la saleté, c'est à cause de la Constitution. Bon, je ne pense pas qu'eux ont dit que c'est à cause de la Constitution que nous sommes dans la crasse. Je pose la question. Parce qu'ils disent que cette Constitution n'est pas bonne. Or, quand nous regardons la commune, les communes qu'ils gèrent, ces communes sont vraiment abandonnées apparemment. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de salubrité. Les gens font n'importe quoi dans les communes. Vous savez, M. Dan, une chose c'est que la propriété dans nos communes, c'est l'affaire de nous tous. Il y a un problème sérieux de culture. Nous avons un problème très sérieux de culture. Mais ce n'est pas la Constitution. On a vu, figurez-vous, on a vu des gens, pas quelqu'un, mais on a vu des gens avec des poussettes remplies d'immondices qu'ils ont déversées, n'est-ce pas, dans la ville pendant la pluie. Ça, vous n'allez pas dire que ce sont les bourgmestres ou bien qui. La mentalité. Nous avons un problème de mentalité. Aujourd'hui, lorsqu'on cure un peu nos conduits d'eau ici, vous allez voir que très vite, ça va se remplir. Moi, je crois qu'il faut prendre des dispositions assez holistiques, hein, donc voir la situation dans la globalité, exercer une politique qui puisse mettre fin à tout ça. Donc jouer sur la mentalité de la population, mais aussi il faut interdire la production des plastiques.
De la Constitution Parce que nous avons ce problème. La Constitution n'a rien à voir avec la saleté dans laquelle nous vivons à Kinshasa. Ce n'est pas une affaire de Constitution, si je comprends bien. Bon, moi je dis que le problème de la gouvernance est un problème global. Hein, nous ne pouvons pas... Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que la Constitution a un lien avec la mauvaise gouvernance? Ah, bon, voilà. C'est pourquoi j'avais dit le problème aurait pu être posé sur le plan de la gouvernance. La Constitution a un lien avec la mauvaise gouvernance. Prouvez-le. Je vous ai parlé, je vous ai donné un exemple. La bonne gouvernance. Quels sont les articles? Je vous ai donné un exemple assez simple. Allez-y. Un exemple assez simple. Allez-y. C'est que d'abord, vous savez, le président de la République n'est pas celui qui normalement gère au quotidien, n'est-ce pas, la politique de la nation. Donc c'est ça un lien, c'est ce qui empêche que... Excusez-moi, je suis en train de vous montrer quelque chose. Allez-y. La Constitution ici nous dit que c'est le gouvernement qui gère, n'est-ce pas? Le gouvernement... Qui est nommé par le président lui-même. Le gouvernement, le Premier ministre est nommé par le président, mais il ne peut pas nommer comme il entend, il le nomme au sein de la majorité parlementaire. Et c'est lui qui choisit le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Non, ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Excusez-moi. Mais c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est pas un pouvoir discrétionnaire. C'est ce qui choisit l'homme. En droit, nous appelons ça des compétences liées. On vous dit, il nomme au sein de la majorité parlementaire. Oui, on est d'accord. Après concertation. Oui, on est d'accord. Après concertation. Lorsqu'il y a concertation, là, vous n'êtes plus dans le pouvoir discrétionnaire. Vous devez vous mettre d'accord avec la majorité. Après consultation de celle-ci. Ah, mais bien sûr. Pas concertation. Vous comprenez? Consultation. Vous comprenez? Vous comprenez que lorsque vous devez consulter la majorité, ça signifie que vous n'avez plus un pouvoir discrétionnaire. On ne va pas s'attarder là-dessus. Avancez. N'est-ce pas? Avancez. Et il a ce pouvoir-là. Et lorsque la majorité n'est pas dégagée, il y a une coalition. Bien sûr. Et lorsque c'est la coalition, figurez-vous que la coalition a un programme maintenant qui est de la coalition. Vous avez des gens dans la coalition qui viennent avec leur propre agenda, qui viennent avec leurs propres conditions que vous devez respecter, ainsi de suite. Là, c'est vous qui Et en ce moment-là, c'est vous qui le dites. Hein. C'est moi qui le dis. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, un ministre... Souvenez-vous, lorsque le président de la République a changé de majorité parlementaire, ici, lors de son premier mandat, il y a des gens qui sont venus, notamment Moïse Katumbi, parce que je ne m'en cache pas, je l'ai toujours cité. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse Katumbi est venu, il a dit, il a donné des conditions. Lesquels? Pour constituer la majorité. Vous n'allez pas aller seulement comme ça, sans condition. Les exigences, donnez-moi tel poste, donnez-moi tel poste, donnez-moi tel poste. Vous n'allez pas seulement parce que vous devez faire plaisir au président de la République, adhérer à la majorité. Non, vous devez constituer avec le président la majorité. Et cela, c'est fait sur la base des conciliabules, des accords. Donc c'est là le problème. Oui. Et lorsque c'est des accords, regardez maintenant, on vous donne un poste, on vous donne des postes. Vous êtes là, au gouvernement, mais vous dites non, ce n'est pas notre bilan à nous, ce sera le bilan du du président de la République. Alors que lorsque vous lisez la Constitution ici, vous ne trouvez nulle part une disposition qui dit que le bilan du gouvernement, c'est le bilan du président de la République. N'est-ce pas? Par voie des en ce moment-là, vous avez des gens... S'il vous plaît, maître. Oui. Par voie des conséquences. Le chef de l'État, c'est le chef de l'exécutif. C'est lui qui gère l'exécutif national. C'est lui, quand on est qui gère l'exécutif national. Qui gère? Oui. Bon, à moins que je sache de quoi vous parlez, moi je ne sais pas de quoi vous parlez lorsque vous dites que c'est lui qui gère. C'est lui, le numéro 1 de l'exécutif national. Il est au-dessus du Premier ministre. Il est au-dessus? Au-dessus du Premier ministre. C'est lui qui préside le Conseil des ministres.
D'accord. C'est lui qui donne des orientations, qui donne au Premier ministre d'exécuter. Dan, est-ce que vous savez pourquoi ce n'est pas le président de la République qui répond de la gestion du gouvernement devant le Parlement? C'est parce que c'est le gouvernement qui gère. Nous avons, et ça, c'est tout à fait l'article 91 de la Constitution. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Donc c'est le gouvernement qui en assume la responsabilité. Il en assume la responsabilité devant qui? Pas seulement devant le Parlement, il en assume aussi la responsabilité devant la nation. Parce qu'il exerce un pouvoir au nom du peuple. Il est comptable de sa gestion devant le peuple. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le président de la République ne fait pas partie du gouvernement. Alors lorsque vous avez des gens qui viennent au gouvernement, et encore, je vais ajouter quelque chose. J'ajoute, je prends l'article 93 de la Constitution. Le ministre est responsable de son département. Ce n'est pas le président de la République qui est responsable du département du ministre. Ce n'est pas, lorsque vous êtes ministre, que vous fassiez des bêtises et puis que cela retombe sur le président de la République. Vous êtes personnellement responsable, n'est-ce pas, de votre département. C'est tout à fait logique. Ah, voilà. C'est tout à fait logique. C'est logique. Mais maintenant, attendez. Voyez quelqu'un qui vient, je termine là. Voyez quelqu'un qui vient au gouvernement, qui dit, ce ne sera pas notre bilan. Il gère un ministère, il gère un département, il dit, je ne suis pas responsable. Cet homme-là, est-ce qu'il va gérer en responsable? Parce qu'il sait que ce n'est pas son bilan, c'est le bilan du président de la République. Et surtout qu'il est lui-même concurrent de ce président. Il sait que le mandat du président va finir. Moi-même, je serai aussi candidat président de la République. Et le peuple, je dirais au peuple, ce n'est pas moi. Et on a vu lors de la campagne. Non, est-ce que vous voyez, vous avez eu tel. Mais le président, là, il a géré avec vous. Mais pourquoi vous dites que c'est lui qui a mal géré? Donc, vous voyez, vous donnez un département à quelqu'un qui ne sait pas être responsable. Donc, alors, est-ce que cela aura un rapport avec le développement, la gouvernance, oui ou non? Je vous laisse vous-même, n'est-ce pas, deviner ce qui va s'en suivre. Bon, on va pas se perdre. Juste une petite question. Vous proposez quel régime politique? Bon, je propose, et c'est là le problème. Vous savez, nous avons connu une histoire dans notre pays. Nous avons une histoire constitutionnelle. Nous avons une histoire. Cette histoire nous a fait passer du régime parlementaire, c'était au tout début, régime présidentiel et ainsi de suite. Mais moi, je trouve que effectivement, avec la mentalité congolaise, nous avons besoin d'un régime présidentiel. Nous avons besoin d'un régime comme Mobutu. D'autant plus que vous-même, comme il n'y a pas plus tard que sur ce plateau aujourd'hui, vous dites... Non, sous Mobutu, c'était la dictature. C'était un régime présidentiel sous le texte. Bon, bien sûr, c'était un régime présidentiel, mais bon, on doit revenir à qui avait dégénéré pratiquement en dictature parce que nous sommes allés jusqu'à avoir un régime, donc plutôt un parti-État, ainsi de suite. Alors, je ne voudrais pas que nous puissions aller avec la même chose sous Mobutu. Vous êtes de ceux qui pensent que le président devrait avoir un nombre de mandats limité ou illimité dans la nouvelle constitution? Un nombre de mandats limité ou illimité. Nous avons en même temps un problème structurel et nous avons aussi un problème conjoncturel. Ok. N'est-ce pas? Sur le plan conjoncturel, vous savez, nous avons une guerre d'agression dans notre pays. Très bien. On a vu comment ceux qui nous agressent
se sont battus lors des élections de 2023. Ils se battaient pourquoi? Il fallait leur poser cette question. Ou il fallait analyser réellement la situation. Pourquoi se battaient-ils? Et le président de la République avait dit, ils ont, parce qu'ils n'avaient pas réussi sur le plan de la guerre, ils s'étaient dit, nous tentons la guerre, comme ils n'avaient pas réussi à le faire partir par la guerre, ils ont tenté le coup d'État, tout ça, ça n'a pas marché. Ils se sont dit finalement, alors, attendons, faisons-le partir par les élections. Et vous avez vu comment des gens sont venus ici. Je crois que j'ai appris que même l'un d'eux s'est donné la mort ici. Ils ont tenté d'accéder au matériel de la CENI pour trafiquer les résultats des élections. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé qu'ils avaient affaire à un interlocuteur qui ne montait pas à leur hameçon, qui ne leur facilitait pas la tâche. Il fallait donc le faire partir par les élections. Ce problème-là demeure et persiste. D'accord. Lorsqu'ils ont pris, après, ils ont pris Goma, ça n'a pas marché non plus. Alors maintenant, ils se disent, nous attendons l'année 2028. Souvenez-vous, je vous avais dit quelque chose dans ce sens. Lorsque nous avions Mobutu ici, et qu'il servait certains intérêts de ces Occidentaux-là, qui sont en train aujourd'hui de se servir du Rwanda, souvenez-vous que la question de la démocratie, la question de... ma question est simple. De mandat, combien de nombres de mandats vous proposerez dans la nouvelle constitution? La question de mandat ne se posait pas. Je crois que c'est des questions qui doivent être étudiées. D'abord... L'idéal. D'abord, bon, moi j'accepterais 7 ans. 7 ans pour mandat illimité. On peut renouveler comme on veut. Oui, le mandat... le mandat... Illimité? Je crois. Le nombre. Il peut renouveler comme au Cameroun. Le président peut aller comme il veut. Le mandat, je crois qu'il faut une limitation. Ça, c'est sûr. Il faut quand même une limitation. De 5, de 6, de 7. 7 ans. 7 ans renouvelable par 7 fois. 7 ans multiplié par 2, je crois que c'est déjà une bonne chose. 14 ans maximum. Oui. Alors, si nous pouvons repousser l'âge, n'est-ce pas, pour devenir président de la République. Combien? 40 ans? 50 ans? Aller jusqu'à peut-être... actuellement, c'est... 30 ans. C'est 30 ans. Je pense que si nous pouvons aller à 40 ans, c'est donc un président doit avoir au moins 40 ans. 40 ans, oui. Et si vous avez 40 ans, vous ajoutez combien? 14 ans. 2 mandats en 54 ans. Vous ajoutez 14 ans à 54, vous pouvez vous reposer, c'est pas mal. 30 ans, c'est... Vous pouvez aller au Sénat. Mandat, sénateur à vie. Un ministre a dit tout droit à 3. Est-ce qu'il est... C'est juridiquement correct, juridiquement acceptable? C'est qui? Pardon? C'est qui? Quel ministre? Vous ne connaissez pas ce ministre? Des sports. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, vous me demandez si c'est correct. C'est juridiquement acceptable qu'un ministre en fonction puisse non, dire... juridiquement, je dois dire qu'avec la constitution que nous avons aujourd'hui, il est impossible d'aller jusqu'à 3. Non, est-ce qu'un ministre, membre du gouvernement, peut tenir ce genre de propos? C'est la question. Non, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Finalement, vous considérez comment les ministres? Vous les considérez comme des surhommes ou bien comment? Mais ce sont des politiciens. Ils ont des activités politiques. Ils peuvent faire une déclaration politique. Ni la Constitution, ni la loi ne leur interdisent ça. C'est pas un problème. Moi, je crois que c'est correct. On peut avoir un ministre militant d'un parti politique. Vous avez posé la question, n'est-ce pas, juridiquement? Mais bien sûr. Il est interdit au chef de l'État, mais pas au ministre. La Constitution interdit ça seulement au chef de l'État, pas au ministre. Les ministres font leurs activités politiques. L'opposition dit qu'elle portera plainte contre le chef de l'État pour tentative de confiscation de pouvoir. Pour tentative de confiscation de pouvoir.
Ah, mon cher Dan, je dois vous dire que moi, je suis en train de faire ma spécialisation en droit pénal. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis posé la question de savoir est-ce que réellement... bon, je crois que l'opposition va se référer à leurs avocats. Je sais ce qu'on appelle tentative. D'abord, tentative de confiscation. Quels sont les actes de confiscation qui sont reprochés au chef de l'État? Violation intentionnelle de la Constitution. Vouloir se maintenir au pouvoir. Vouloir se maintenir au pouvoir. Et puis, lorsque moi je veux me maintenir au pouvoir, ça n'a rien d'infractionnel. En violation de la... Ça n'a rien d'infractionnel. La Constitution intérieure. La tentative punissable, c'est une notion de droit pénal. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre une infraction est extériorisée par des actes extérieurs formant le commencement d'exécution, lesquels actes ont été suspendus ou ont manqué leur effet seulement à la suite d'un événement extérieur. Mais quand le président dit... Quels sont les actes extérieurs formant le commencement d'exécution? Mais quand le président dit « je ne suis pas demandeur d'un troisième mandat », oui. Mais si les peuples me l'offrent ou me l'accordent, j'accepterai. Je vous avais dit que ça, c'était un abus de langage. Le président ne voulait pas parler du troisième mandat. Comment vous le savez? Il voulait parler... Comment vous le savez? Il voulait parler... Comment vous savez qu'il ne voulait pas dire troisième mandat? Non, Comment mais vous voulez... c'est la faisabilité. Moi, non, je suis juriste. Attendez. Je suis juriste. Lui a dit troisième mandat. Comment vous pouvez... Ce sera un troisième mandat de sa vie, mais ce sera un premier mandat de la 4e République. Mais comment vous savez que lui ne voulait pas dire troisième mandat? Non, c'est un troisième mandat. Vous êtes devenu son avocat. C'est un troisième mandat. Vous défendez le président sur ce plateau? Non, attendez. Je suis en train de voir ce qui est faisable en droit, n'est-ce pas? Quand le président parle du troisième mandat, n'oublions pas qu'il y a aussi un problème du changement de la Constitution. Donc le troisième mandat ne peut venir que dans le cadre du changement de la Constitution. Nous sommes tout comme conséquence du changement de la Constitution. Alors à ce moment-là, ce ne sera pas le troisième mandat, ce sera le premier mandat de la nouvelle Constitution. Donc ce sera un troisième mandat de sa vie, mais ce sera un premier mandat de la nouvelle Constitution. Ça ne vous gênera pas de le voir, ça ne vous gênerait pas de le voir président pour un nouveau mandat? Pourquoi? Est-ce que vous, maître Godefroid Ilunga, citoyen congolais, ça vous gênerait de voir le président de la République être à nouveau président, avoir un autre mandat? Ça ne peut pas me gêner. Ça ne vous gênerait pas? J'apprécie très positivement son action. Vous apprécierez qu'il ait un autre mandat? Ah, mais bien sûr. Je le souhaite même. Vous le souhaitez, c'est votre souhait? Je le souhaite. J'ai vu comment il s'est battu tant bien que mal pendant les temps les plus difficiles pour nous construire des universités qu'on n'avait pas, des aéroports, des routes, ainsi de suite. Nous sommes en train de voir comment d'aucuns le qualifient de diriger le pays. D'aucuns le qualifient de meilleur président depuis que le Congo a accédé à l'indépendance en 60. Bon, je ne sais pas si... Le meilleur. Je ne sais pas combien de présidents vous avez vu défiler devant vous, mais moi j'ai vu le président Mobutu, j'ai vu le président Kabila, j'ai vu les deux Kabila. L'autre Kabila, et je l'ai vu. Je dois dire qu'effectivement, il est le meilleur de tous. Le meilleur, il est au-dessus de Mobutu. Il est le au-dessus des deux Kabila. Il est le meilleur. Pourquoi? Parce que Mobutu d'abord a pris un pays qui était prospère. N'est-ce pas? Qui était prospère, mais qui après a décliné. Alors, Maître Godefroid... Kabila est venu, bon, il n'a pas fait très très longtemps. Bon, on a vu qu'il est venu avec des Rwandais et tout ça, avec des coups de fouet dans le ventre et ainsi de suite. Bon, on a pu apprécier son acte. Et puis bon, l'autre, il est venu, bon, on a vu un peu de tout, hein, un peu de tout. Je dois dire que comme président, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Très bien. On va finir, Maître Godefroid Ilunga. La régie nous dit qu'on a pris notre temps, on a pris tout notre temps qui était prévu. Alors on termine. Oui. Le journaliste Sani Bojakira dit que dans ses contacts,
la FCM 23 dit si on ose toucher à la Constitution, nous nous déclarons indépendants. Votre réaction? Ils se déclarent indépendants. Bon, libre à eux. Libre à eux. Se déclarer indépendants, ils se déclarent indépendants, ils seront reconnus en tant que tels. Non, l'État, je crois que nous avons un gouvernement dont la mission est d'assurer, et un président de la République, et c'est pour cela que je tiens à ce qu'il reste. Voyez-vous, avec des gens comme ça, ils sont en train de ne compter que sur le départ du président pour réaliser leur projet de balkanisation. Donc, ils sont déjà en train de montrer leurs intentions. Le président était... Donc, ce n'est plus de le faire partir, mais c'est de scinder le pays en deux. Mais le gouvernement et le président de la République ont pour mission d'assurer l'intégrité du territoire national. Ils vont se battre. Merci beaucoup. Encore que là même où ils sont, ces gens de l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont l'assentiment de la population? Merci beaucoup, Maître Godefroy Ilunga Lusuna. Merci beaucoup d'avoir été de nous, surtout d'avoir été patient. Hein. Merci énormément. On a beaucoup apprécié, mais prochainement, on va s'améliorer pour pouvoir faire l'émission à l'heure. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Allez, à très bientôt. On se retrouve prochainement. Au revoir.